Je vais essayer dans cette conférence de vous donner un peu une idée de ce qui s'est passé ces 10 dernières années sur la compréhension de la formation et de la génération des champs magnétiques dans les noyaux planétaires. En fait, c'est une vieille science que le géomagnétisme, et l'effet dynamo lui-même est assez ancien. Donc ici, c'est les gens avec qui je travaille. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a rejoint l'observatoire, ici, Daniel Brito, qui travaille à Tarbes dans l'équipe de Michel Riotor. Et ça, c'est le labo sodium, c'est l'endroit où on fait les expériences, j'en parlerai à la fin. Donc, le champ magnétique de la Terre est connu vraiment depuis très longtemps. Ici, vous avez une image d'une boussole chinoise qui est datée à peu près de l'an 1000. Donc, la civilisation chinoise utilisait le champ magnétique de la Terre. La géomancie chinoise, d'ailleurs, est basée sur le champ magnétique de la Terre, avec une orientation vers le sud, et on ça depuis au moins 2000 ans. Mais le premier objet, à ma connaissance, qui nous est resté, c'est celui-ci. Les autres sont décrits dans des livres, et on n'en a pas l'objet. En Occident, c'est aussi une vieille histoire. On a les premières références écrites d'objets qu'on peut assimiler à des boussoles vers 1200 à peu près, dans les premiers textes en français, en particulier Guyot de Provins, un moine de cette ville en Bourgogne, là où il y avait le plus grand monastère. Bon, pardon, Cluny, oui, merci. Un moine de Cluny qui décrit cette marinette. Et en fait, on met une barre aimantée sur un fichu de paille, comme c'est montré ici, dans un bol d'eau. Et ça permet de s'orienter vers l'étoile polaire. Quand on met ça sur une rose des vents, ça s'appelle une boussole. Avant, ça ne s'appelle pas une boussole. Et ça a permis en particulier à Christophe Colomb et à la plupart des grands navigateurs d'utiliser, et on reviendra là-dessus, d'utiliser le champ magnétique terrestre pour se diriger à la surface du globe. Alors, le champ magnétique terrestre, ceux qui veulent en apprendre beaucoup sur le champ magnétique terrestre, c'est ce soir, au centre-ville. Je ne vais pas en parler longuement maintenant. On connaît vraiment beaucoup de choses sur le champ magnétique terrestre. Je vais juste attirer votre attention sur plusieurs points. C'est avant tout un dipôle, donc deux pôles, avec un pôle sud qui est situé dans l'hémisphère nord et un pôle nord qui est situé dans l'hémisphère sud. Et ce champ magnétique crée donc un dipôle, principalement un dipôle à la surface de la Terre. Il est créé au sein du noyau, je reviendrai là-dessus. Et tout l'objectif de cette conférence, c'est de voir comment il est créé au sein du noyau. Alors évidemment, maintenant, aujourd'hui, on le mesure par les satellites. Donc ça, c'est le satellite Ørsted, qui est un satellite danois, qui vole depuis l'an 2000 et qui vole toujours. Les satellites magnétiques sont très faciles à repérer. En général, le satellite est là et il y a un boomer, une grande lance, et au bout, il y a les magnétomètres vectoriels et scalaires, qui est très éloigné à cause de l'électronique du satellite qui crée des champs magnétiques qu'on mesure. Donc on doit éloigner, ce qui fait que ces satellites sont un peu chers parce qu'il faut avoir cette grande lance. Alors voilà la première image du champ magnétique qu'on a eue. En fait, elle est obtenue à partir des données d'Ørsted en l'an 2000. Avant, on n'avait pas de couverture du champ magnétique de la Terre. On avait des mesures qui étaient faites dans les observatoires et qui étaient prolongées à la surface de la Terre, sur l'ensemble de la Terre. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on voit, grâce aux données satellitaires, une couverture globale. Les mesures ont été faites de manière dense. Et donc, vous retrouvez que l'image du dipôle, celle qu'on avait pu avoir, au moins en partie, dans les observatoires et lors des voyages, et quand on va mesurer le champ magnétique. Donc, ce qu'on a à expliquer, c'est ça. C'est un dipôle. C'est l'objet le plus simple qui peut exister pour un champ magnétique, puisque vous savez qu'il n'existe pas de monopôle. Enfin, on n'a pas encore découvert de monopôle magnétique. Donc, tous les objets magnétiques le plus simple, c'est un dipôle. Alors, on croit ici qu'il y a une anomalie. En fait, ça, c'est normal. L'anomalie, c'est qu'il n'y a pas la même chose ici, puisque, comme vous l'avez vu sur la première diapositive, le dipôle est penché
est penché du côté de l'Amérique du Nord, et en fait, c'est l'équateur magnétique ici qui devrait être penché et relevé ici. Mais aujourd'hui, le champ magnétique bouge beaucoup, en particulier le pôle Nord. Il se déplace de plus de 100 km par an et il va vers la Sibérie. Sous peu, je pense que le pôle sud magnétique, qui est au pôle Nord, sera sur la Sibérie. La première modèle qu'il y a eu sur le champ magnétique de la Terre, il a été fait il y a très longtemps. Il a été fait en 1600. Après il y a eu des premières études avant, mais William Gilbert a écrit 11 volumes sur le magnétisme. C'était principalement un médecin. Mais le 11e volume est consacré au magnétisme terrestre, au magnétisme naturel. Et donc en l'an 1600, donc bien avant Galilée par exemple, hein, il écrit, et c'est lui qui va émettre la première hypothèse pour expliquer le magnétisme terrestre. C'est Magnus Magnes Globus Terrestris Ipse Est. Les latinistes dans cette salle auront déjà traduit. Pour les autres, je vais faire un effort. Le globe terrestre est vraiment un immense aimant. D'accord. Donc il a fait des expériences. Je vais vous montrer des expériences qu'il a fait. Voilà. On a des expériences qu'il a faites. Il a taillé une boule d'aimant. D'accord. Et avec cette boule d'aimant qu'il a portée, il a à la surface de la boule d'aimant porté une aiguille aimantée. Et vu que l'inclinaison, c'est-à-dire l'inclinaison avec l'horizontale, alors il dessinait l'axe de rotation de la Terre horizontal, donc j'ai tourné cette figure hein, pour que vous... Au pôle magnétique, l'inclinaison est de 90 degrés, l'aiguille pointe vers le centre, et à l'équateur, elle est horizontale, comme sur la Terre. Donc il dit, ça ressemble à la Terre, et en fait, la Terre, c'est une grosse boule d'aimant. Cette idée va rester très longtemps, en fait, et ce n'est pas l'argument historique, mais comme on fête le centenaire de cette découverte et qu'elle a été faite par un Français, je vous donne une manière de réfuter l'hypothèse de 1600. Elle a été réfutée en 1906, peut-on dire, 1907, par quelqu'un qui s'appelle Bernard Brugne, qui était directeur de l'Observatoire de Clermont-Ferrand, et qui est mort en 1910, hein, et il avait 43 ans. Et à Vulcania, il y a quelques mois, on a fêté cette découverte. C'était un physicien du solide, en fait. Et quand il est mort, j'ai relu ce qu'on a prononcé, l'oraison funèbre qu'on a prononcée à sa mort. On a négligé cette découverte majeure. Et il en avait fait d'autres qu'on a toutes oubliées. Et celle-ci qu'on n'a pas oubliée n'était pas perçue. Il a été l'objet de beaucoup de moqueries à cause de cette découverte. Ce qui se passe, c'est qu'on peut aller chercher cet article qui est écrit en français, donc qu'il a prononcé le 21 avril 1906 à la Société française de physique, puisque à l'Académie, on a refusé qu'il prononce de telles bêtises. Et puis à la Société géologique, n'en parlons pas. Et ce qu'il trouve, ce qu'il découvre, alors on ne savait pas que les roches étaient aimantées, c'était une première chose. Il découvre que les roches sont aimantées. Et puis, ce qu'il découvre, c'est que c'est d'abord que le pôle Nord est dans ses échantillons tournés vers le sud. Puis plus loin, c'est le pôle sud de la Terre qui était le plus voisin de la France centrale, à cette époque où ces laves se sont formées. Donc des laves se forment, les laves ont des minéraux magnétiques, ces minéraux magnétiques, au-delà de leur température de Curie, se désaimantent. Quand les laves se cristallisent, elles se refroidissent et s'aimantent dans le champ magnétique de la Terre. Et ce qu'ils découvrent, c'est que certaines coulées de lave ont une inversion, présentent une inversion magnétique, d'où le terme qu'on va garder. Et ils découvrent ainsi, pour la première fois, ils découvrent cette première inversion qui a eu lieu il y a 780 000 ans. Le champ magnétique de la Terre s'inverse. Quand il est noir sur ce code barre, c'est des millions d'années qui sont ici. Quand il est noir, il est normal, c'est-à-dire comme aujourd'hui, avec le pôle sud au nord. Et quand il est blanc, il est inverse. Et la dernière fois que le champ magnétique s'est inversé, c'était il y a 780 000 ans. Cette découverte a été négligée jusque dans les années 60. C'est au moment de la tectonique des plaques qu'on a découvert que ce champ s'inversait de manière globale. Et c'est à ce moment-là que les Français ont redécouvert le travail de Bernard Brugne. Alors évidemment, le champ magnétique n'est pas propre à la Terre. On pensait ça dans les années 60, on pensait que la Terre était le seul objet qui avait un champ magnétique. En fait, en dehors du Soleil. En fait, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que toutes les planètes ont un champ magnétique, ou ont eu un champ magnétique, sauf une, c'est Vénus, d'accord ?
Mais toutes les autres planètes, y compris les satellites qui sont aussi des planètes telluriques, comme la Lune ou Ganymède, ont eu un champ magnétique. Bon, la Lune, les missions Apollo ont carrément ramené des échantillons lunaires, plusieurs tonnes, et ces échantillons lunaires étaient aimantés. On a eu des doutes sur l'aimantation de ces... On a cru que ces roches étaient aimantées à l'entrée du champ magnétique, à l'entrée du vaisseau spatial ramenant les échantillons dans le champ magnétique terrestre. Donc c'est assez rigolo, je vous raconte cette anecdote. C'est Ron Korn qui me l'a raconté, il était responsable de cette mission. La mission suivante, ils ont ramené 2 échantillons terrestres, 2 roches terrestres, une aimantée, une qu'ils avaient désaimantée. Ils les ont fait faire l'aller-retour sur la Lune, et celle qui était désaimantée est revenue désaimantée, et celle qui était aimantée est revenue aimantée. Donc ils avaient la preuve ainsi que les échantillons lunaires qui sont aimantés n'ont pas acquis d'aimantation lors de leur voyage. Et donc la Lune, la croûte lunaire est aimantée, qui prouve que la Lune a eu une dynamo dans son passé. C'est aussi le cas de Mars, où la mission Mars Global Surveyor, voici une carte de Mars, un planisphère de Mars. L'hémisphère sud de Mars est très aimanté. Quand on a découvert ça, c'est largement plus aimanté d'ailleurs que la surface de la Terre. Et quand on a découvert ça, on a vu d'abord des bandes qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est la même carte, mais avant on voyait des bandes, maintenant on ne les voit plus. Les scientifiques peuvent changer d'avis. Moi j'en vois quand même, mais bon. Vous voyez ces bandes qui prouvaient que, 1, la planète Mars a eu une dynamo, il y a très longtemps, puisque parmi ces bandes, vous voyez par exemple ce point, là, c'est un cratère, et donc l'impact d'un cratère a désaimanté la croûte à cet endroit, ou au moins réaimanté autrement. Et donc cette dynamo était très vieille, elle a fonctionné il y a 3,5 milliards d'années, elle a fonctionné que sur la partie vieille de la planète, ça c'est la partie la plus jeune de la planète, l'hémisphère nord. Et ces bandes avaient été dit, on a même été jusqu'à penser qu'il y avait une tectonique des plaques sur la planète Mars à cause de la présence de ces bandes, à l'image des fonds sous-marins terrestres. Alors Jupiter, avec ses aurores boréales, qui prouvent qu'il y a un champ magnétique sur Jupiter, qui est découvert dans les années 60. Et cette petite trace, ce n'est pas un pixel, c'est l'influence de Io dans la magnétosphère de Jupiter qu'on voit à la surface de Jupiter, donc c'est assez magnifique. Et puis évidemment, la Terre, elle aussi, a une magnétosphère. C'est un système assez complexe, c'est étudié ici d'ailleurs. Je ne vais pas m'avancer trop vite sur ce sujet. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que toute l'évolution à la surface de la Terre s'est faite à l'abri du champ magnétique, à l'abri du bouclier magnétique terrestre. Abri parce qu'il y a des vents, des vents de particules qui bombardent la Terre. Elles viennent principalement du Soleil, qui est lui-même un objet magnétique. Je vous le rappelle par ce magnétogramme, où on voit certaines raies qui sont sensibles au champ magnétique de la Terre, au champ magnétique du Soleil, et qui émettent, lors d'éruptions magnétiques à la surface du Soleil, qui émettent de nombreuses particules qui peuvent percuter la Terre, forment des orages magnétiques à la surface de la Terre. Les particules encore plus chargées sont formées dans les galaxies, où on observe aussi aujourd'hui un champ magnétique. Vous avez cette image qui est absolument magnifique, où on a une galaxie spirale, M51, et on voit les traits blancs qui sont ici, sont l'amplitude et la direction du champ magnétique observé dans ces galaxies. Dans tous ces systèmes, dans toutes les planètes, dans la Terre, dans les étoiles, mais aussi dans les galaxies, y compris peut-être dans les amas de galaxies, le champ magnétique doit être fabriqué, nécessairement fabriqué par un effet, et cet effet qui fabrique ce champ magnétique dans tous ces objets, c'est... ah, pardon, j'ai ma petite image là pour vous faire peur. Ça rapporte de l'argent d'après. Tous ces champs magnétiques dans tous les objets sont fabriqués par un effet qu'on a cru universel, qui est universel, l'effet dynamo, mais qui va prendre une forme particulière dans chacun de ces objets. Et je vais aujourd'hui essayer de vous dire ce qui s'est passé ces 10 dernières années pour les noyaux planétaires, parce qu'il y a eu un progrès énorme ces 10 dernières années pour les noyaux planétaires. Alors que c'était plutôt les dynamos dans les étoiles qui avaient auparavant, c'est ces dynamos qui avaient généré beaucoup de résultats scientifiques auparavant. Alors évidemment, si le champ magnétique de la Terre s'éteignait, beaucoup de catastrophes sont attendues. On peut en faire des films, ils sont intéressants. Je vous conseille de regarder ces films, mais bon. Alors, le principe de la dynamo.
Le principe de la dynamo, je vais prendre cette expérience qu'on ne peut pas réaliser. C'est une expérience de pensée qui a été faite, c'est une expérience de pensée qui a été conduite d'abord par Bullard, un prix Nobel de physique dans les années 50, puis Rikitake, un japonais, qui ont tous les deux proposé cette expérience de pensée pour comprendre comment fonctionne cette dynamo. L'effet dynamo a été énoncé dans un petit article dans Nature en 1917 par Sir Larmor, un article de 12 lignes qui dit que vraisemblablement le champ magnétique... ah oui, alors je reviens en arrière. Vous vous rappelez l'hypothèse de Gilbert sur le champ magnétique, l'aimant permanent. Les inversions magnétiques, les découvertes de Brugne, interdit le fait d'avoir un aimant permanent à l'intérieur de la Terre. Parce que ces inversions sont extrêmement rapides et on ne voit pas comment tout l'intérieur de la Terre pourrait tourner, emmener un aimant et le tourner le champ magnétique. De plus, le champ magnétique varie au cours du temps, ça on le sait, sur toutes les échelles de temps. Et donc, on ne peut plus faire appel à cette hypothèse. Donc, au début du XXe siècle, cette hypothèse est tombée. De nombreuses hypothèses ont été étudiées, mais Sir Larmor a fait en 1917 cette hypothèse, l'hypothèse dynamo, c'est-à-dire qu'il y a des courants électriques produits par le mouvement vont générer un champ magnétique. Et cette expérience de pensée qui a été seulement en 1950, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Et surtout qu'en 1935, le premier résultat des idées de Larmor ont été publiées en 1935 et ont été publiées par un dénommé Carling qui a fait un théorème qui montre que ce n'est pas possible, l'effet dynamo. Donc ça a tout arrêté. C'est que dans les années 50, où les premiers calculs, faux d'ailleurs, ont montré qu'on pouvait peut-être faire des dynamos numériquement. Et cette expérience de pensée a été mise en place pour permettre aux gens de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. C'est assez simple en fait. Vous avez un disque ici en métal qui tourne autour de cet axe de rotation, oméga. D'accord ? Et vous avez un champ magnétique qui est parallèle à l'axe de rotation. Vous mettez le disque en rotation, donc les porteurs de recharge, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont subir une force, la force de Laplace en français, U vectoriel B, qui va amener les charges plus à aller sur le bord du disque et les charges moins à aller vers l'axe du disque. Donc ça, vous en profitez pour utiliser la loi d'Ohm. Avec une différence de potentiel, on produit une intensité, un courant électrique. Donc vous pouvez mettre un fil qui touche à la fois le bord du disque et l'axe de rotation du disque. Et à ce moment-là, vous produisez de l'électricité. Vous avez ici une dynamo de bicyclette ou encore un alternateur ou ce que vous voulez. Vous transformez le mouvement, l'énergie cinétique, en énergie électrique. Et c'est là où vous êtes malin, vous utilisez les lois de Maxwell pour enrouler le fil de même manière à faire un solénoïde qui va produire un champ magnétique qui avait donné naissance à la séparation des charges au départ pour vous donner votre différence de potentiel. Donc vous enroulez le fil dans le bon sens, s'il vous plaît, et produisez un champ magnétique qui va pouvoir se substituer au champ magnétique graine que vous aviez au départ. D'accord ? Alors, donc vous êtes sauvé puisque vous avez ici produit un champ magnétique par les courants électriques qui va pouvoir séparer les charges, produire des courants, qui va reproduire et ainsi démarre une boucle, un cercle vertueux qui va construire un champ magnétique. Et on va évidemment saturer. Il y a une fonction propre qui va croître. C'est un problème d'une certaine manière bien posé. Alors évidemment, il faut que quelqu'un pédale, c'est les vitesses qui sont là. Et si vous coupez le moteur qui entraîne le disque, il y a une force de Lorentz qui s'applique, J vectoriel B, qui est dessinée ici, et qui est opposée au mouvement du disque. Et en fait, c'est le travail de cette force de Lorentz, on pourrait le prouver, c'est assez facile à prouver, que c'est le travail des forces de Lorentz qui produit l'énergie magnétique. Donc si personne entretient le mouvement du disque, évidemment, la dynamo va s'arrêter. Alors c'est Elsasser qui va mettre ça en équation. C'est assez simple en fait. Des équations précédentes du transparent précédent, on élimine le courant électrique, on élimine le champ électrique. On se retrouve avec une équation, ma foi, assez simple, qu'on appelle l'équation d'induction. Donc, Elsasser, qui était à Hopkins, je travaillais dans son bureau et quand j'étais en postdoc, c'était en 90, mais il venait une fois par an dans son bureau et ce jour-là, on cachait mes affaires et on revenait dans son bureau et comme il était très âgé, il ne voyait pas que quelqu'un était dans son bureau. Bon. Donc ce monsieur a découvert, c'était un Allemand, qui a émigré aux États-Unis en même temps qu'Einstein, c'était l'étudiant d'Einstein d'ailleurs.
et ils ont émigré ensemble aux États-Unis. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé sur l'effet dynamo. Einstein lui avait dit, ça c'est un bon sujet, on ne sait pas d'où ça vient. Donc il a établi cette équation, il a publié 3 papiers en 1946. Et le premier, c'est là où il prouve cette équation. Donc vous avez ici le champ magnétique et son transport par le champ de vitesse. Vous avez ici la diffusion du champ magnétique qui correspond à l'effet Joule, au courant électrique qui dissipe l'énergie. Et vous avez ici le terme d'induction qui est B gradient U. C'est sous ce terme-là, c'est ce terme-là qui va produire l'effet dynamo. Donc, j'ai adimensionné cette équation. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Elsasser. Hein. C'est lui qui a introduit, dans ces articles sont vraiment très importants, il a introduit la notion de poloïdal, toroïdal, à ce moment-là, pour les champs magnétiques. Il les a décomposés en harmonique sphérique. Enfin, c'est un article de 46 qui est totalement moderne. Aujourd'hui, on travaille avec les mêmes notations, et c'est vraiment un article très fondateur. Et donc, il introduit le nombre de Reynolds magnétique, c'est lui qui donne ce nom d'ailleurs. Et il est défini comme ça, c'est un nombre sans dimension, mu0 sigma. Sigma est la conductivité électrique, mu0 la perméabilité magnétique du vide, U une vitesse typique, L une taille. Alors on redéfinit en général mu0 sigma par 1 sur eta, où eta c'est la diffusivité magnétique, parce que dans cette équation, c'est le terme en diffusion. Donc il y a un théorème très simple que montre Elsasser d'ailleurs, c'est que si Rm est inférieur à 1, la diffusion gagne dans cette équation, on n'aura jamais de dynamo. Donc c'est le premier théorème anti-dynamo qu'on peut prouver. En fait, on ne sait pas. À chaque fois, Rm va agir comme un paramètre critique dans cette équation. Il y a un Rm au-delà duquel la diffusion va être faible par rapport à l'induction et le champ magnétique va croître et saturer. Alors, le fil conducteur de ce qui va suivre est lié à cette équation simple. C'est que ce n'est pas par hasard qu'on a appelé ce nombre Reynolds, le nombre de Reynolds. Parce que le nombre de Reynolds, il est défini en hydrodynamique et il est équivalent à ce terme, c'est le terme en U grade U. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ces deux nombres, le nombre de Reynolds et le nombre de Reynolds magnétique, sont reliés par cette équation qui fait intervenir un troisième nombre, qui est le nombre de Prandtl magnétique. Le nombre de Reynolds, pour ceux qui se le rappelleraient, c'est UL sur nu, à la place de UL sur eta, où eta est la diffusivité magnétique, nu est la diffusivité de quantité de mouvement, ou encore appelée la viscosité cinématique. Et vous voyez, ce qui les relie, c'est le rapport des deux diffusivités, nu sur eta. D'accord ? Et c'est ça le nombre de Prandtl magnétique. C'est le rapport entre la conductivité électrique d'un fluide, d'un matériau, et sa viscosité. Donc c'est quelque chose qui donne les propriétés physiques, qui sont liées à rien, qui sont liées à propriétés. Mais pour les métaux liquides, et puis aussi pour la plupart des plasmas, peut-être pas dans les amas de galaxies, parce que là c'est un peu différent, mais au moins dans les étoiles, voire dans les galaxies, le nombre de Prandtl magnétique est petit. Alors dans les noyaux planétaires, il est extrêmement petit. Pour tous les métaux liquides, ce nombre vaut 10-5, voire 10-6. D'accord ? Donc on imagine que c'est vrai aussi dans les noyaux planétaires. Et vous voyez que pour qu'on a une contrainte pour avoir une dynamo, c'est que ce nombre-là doit être grand, disons de l'ordre de 100, et que le nombre de Reynolds, c'est l'inverse du nombre de Prandtl magnétique fois 100. Donc on a des nombres de Reynolds dans toute dynamo, partout, on a des nombres de Reynolds élevés, supérieurs à 10 millions. Et si vous vous rappelez vos cours d'hydrodynamique, un nombre de Reynolds élevé, ça veut dire turbulence. Et donc c'est ça ma question, c'est est-ce que les dynamos planétaires sont turbulentes? Quand on fait ce raisonnement, on pense que les dynamos planétaires doivent être turbulentes. Donc que les noyaux des planètes doivent être turbulents pour produire l'effet dynamo. Je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas vrai. Alors comment c'est dans la Terre? C'est juste pour rappeler à ceux qui viennent d'autres horizons comment ça se passe. Dans la Terre, il n'y a que deux couches. Il y a les roches silicatées, qui vont jusqu'à 2900 km sous nos pieds. Alors, il y a plein de sous-couches là-dedans, mais pour moi, il y a deux couches. Et puis, le métal, qui va de 2900 km sous nos pieds jusqu'au centre de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km à peu près. Donc, dans cette deuxième couche, la couche centrale, bon, le métal s'est réuni là, pas par hasard. Hein. Le métal est plus lourd, plus dense. Lors de la formation de la Terre, il y a eu au moins une fusion partielle des matériaux terrestres. Le métal lourd est tombé au fond et donc s'est réuni au centre, dans le noyau. Et toutes les planètes telluriques vont avoir cette forme-là, avec une interface qui va un peu varier. Et peut-être
différentes sous-couches, mais en tout cas, c'est 2 couches majeures. Et c'est dans ce noyau de fer liquide qui va être produit la dynamo. Il y a 2 parties. Il y a la partie interne, qui est la graine, qu'on appelle la graine, et qui est principalement du fer et solide. Et puis au-dessus, elle fait 1220 km de rayon. Sa température est assez élevée, 6000 K en son centre, 5000 K à peu près à sa frontière avec le noyau liquide. Donc c'est température grande, hein, c'est température qu'il y a à la surface du Soleil, hein, typiquement. Enfin, oui, à la surface du Soleil, disons des choses comme ça, puisque c'est la température de la lumière. Et puis, au-dessus, on a une couche métal liquide qui est principalement constituée de fer aussi. Alors, comment on sait tout ça? On sait tout ça grâce à la sismologie, en fait, qui permet d'ausculter l'intérieur de la Terre. Et vous avez ici à Toulouse de grands spécialistes de cette question, et qui permettent de donner beaucoup de détails sur la structure, d'accord, de l'intérieur de la Terre. Alors, puisque le manteau, les roches silicatées, on va supposer qu'elles ne sont pas conductrices d'électricité, on va pouvoir prendre le champ magnétique à la surface et le prolonger jusqu'à la surface du noyau. Dire que le champ magnétique qu'on voit à la surface, qu'on mesure à la surface par les satellites, on va dire les sources de ce champ magnétique ne sont pas dans les roches silicatées, ne sont pas dans le manteau de la Terre, donc on va pouvoir les prolonger vers le bas jusqu'à 2900 km sous nos pieds. Et regardez le champ magnétique qu'on trouve donc à la surface du noyau. Il est bizarre en fait. Il est beaucoup moins dipolaire qu'il ne l'était à la surface. Déjà, on voit qu'il y a des taches qui sont inversées de polarité. D'accord ? Dans l'hémisphère nord, tout n'est pas rouge. Et c'est même pire. À l'endroit où on s'attend à avoir le champ magnétique le plus fort, le dipôle, on a une tache inverse. Bon. L'équateur magnétique n'est pas très bien défini. Il y a des taches aussi dans l'autre hémisphère. Et je vous montrerai à la fin, mais en plus, ça varie très vite au cours du temps. Donc c'est ça qu'on a expliqué. Alors, il y a une chose aussi qui est importante à comprendre, enfin, je ne sais pas si j'en reparlerai, mais c'est que le champ magnétique est fabriqué à 3000 km sous nos pieds. Donc tout détail inférieur à 3000 km, à la surface du noyau, va être diffusé, on va avoir du mal à le mesurer. D'accord ? Surtout qu'il y a encore un autre écran, c'est qu'entre nous et la surface, il y a les roches aimantées qui sont à la surface, les laves qu'a découvert Brune, hein, qui portent un signal. Donc il va falloir l'enlever du signal qui vient du noyau. Puis on a un autre signal qui vient de la magnétosphère. Tous les processus magnétosphériques liés au bombardement au vent, qui sépare les charges aussi, produisent des courants dans la magnétosphère qui produisent un champ magnétique qu'on observe aussi à la surface. D'accord ? Tout ça fait qu'on a une vision, on est assez myope et on n'a pas de carte de champ magnétique à la surface du noyau qui soit suffisamment précise pour avoir des détails à moins de 1000 km près. Ah, pardon, il manque le haut de cette équation, un petit problème, je pense, de résolution. C'était marqué, je ne sais pas ce que ça pouvait être marqué, c'est l'équation de mouvement. Parce que pour avoir du champ magnétique, vous avez besoin de l'équation d'induction, je vous l'ai montré, celle qui avait. Puis il y a aussi l'équation de mouvement. Il faut que mon noyau soit en mouvement. Alors voilà l'équation de mouvement, c'est l'équation de Navier-Stokes, un peu particulière, puisque ici j'ai rajouté la force de Coriolis. Donc en général, on la connaît sous l'autre forme. Là, vous avez le terme, justement, le tenseur de Reynolds, qui produit la turbulence en général, la turbulence telle qu'on l'étudie en hydrodynamique. Vous avez ici la force de Coriolis, la viscosité, avec le fameux coefficient de diffusion de la quantité de mouvement. La force de Laplace, fondamentale, puisque c'est elle qui va permettre la rétroaction du champ magnétique sur l'écoulement. Et puis ici, j'ai mis un forçage. En général, c'est un forçage d'Archimède qui produit le mouvement. On va en reparler par la suite. Alors, comparons ces différents termes. On compare tout à la force de Coriolis. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, on veut comparer la viscosité à la force de Coriolis. Alors, on fait des ordres de grandeur de Stern au numérateur, des ordres de grandeur de Stern au dénominateur. On trouve 10-15. Il n'y a pas de viscosité dans le noyau. D'accord ? C'est notre premier résultat. La viscosité joue un rôle négligeable dans le processus dynamique à l'intérieur du noyau. Alors ça ne va pas être vrai dans les couches limites, ça ne va pas être vrai à certains endroits, mais 10-15, c'est sans appel. D'accord ? Enfin, a priori. Donc on l'enlève. Alors maintenant, comparons ce terme. Alors on compare ces deux, c'est ce qu'on appelle dans l'atmosphère le nombre de Rossby, donc j'ai gardé le même nom. Donc on prend ce terme, U gradu ici, et puis ce terme-là au dénominateur. 10-7.
Ah ben là aussi, hein, 1 sur 10 millions, on peut négliger ce terme. Le nombre de Reynolds est grand, 10 puissance 7, mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, il compare ce terme-là à ce terme-là. Je vous rappelle, c'est UL sur nu. Le nombre de Reynolds est fabriqué dans l'équation hydrodynamique entre le forçage visqueux et le tenseur de Reynolds. On le trouve grand, mais celui-là, en fait, on le trouve grand parce que celui-là est extrêmement petit. Mais par rapport aux autres forces, ce terme-là va être négligeable. Et donc, l'hypothèse la plus simple qu'on peut faire pour un noyau planétaire, c'est qu'il n'y a pas de turbulence. Que le terme non linéaire dans l'équation de mouvement, U grad U, est négligeable. Et ça va être l'hypothèse avec laquelle on va travailler. Et vous allez voir que ça pose des problèmes. Donc on l'enlève aussi. Alors on ne va pas tout enlever, hein, parce que on va s'arrêter avant la fin. Le dernier terme ici, que je vais comparer, c'est le terme de Laplace, la force de Laplace, J vectoriel B. Alors dans une dynamo, il doit jouer un rôle. Parce que c'est lui, avec, vous vous rappelez l'expérience de pensée avec le disque, c'est lui qui arrête le disque. Parce que si on n'arrête pas le disque, le champ va croître infiniment. D'accord? Donc lui, on se doute qu'il ne faut peut-être pas l'enlever quand même. Et puis celui-là, on sait qu'il ne faut pas l'enlever aussi parce qu'il faudra bien du mouvement. Il faut que quelqu'un fabrique le mouvement, le mette en route. Donc on va regarder ce terme, ça c'est le nombre d'Elsasser justement. On compare la force de Lorentz à la force de Coriolis. Et quand on fait ça dans le noyau de la Terre, je fais dans le noyau de la Terre, c'est sigma b carré sur oméga, je trouve 1. Ça a été observé dans les années 50. On a même cru que c'était une loi générale pour toutes les planètes. On disait, vous me donnez la rotation d'une planète, je vous donne son champ magnétique. C'est toujours utilisé hein, par certaines personnes. D'accord? Mais vous allez voir que ce n'est pas bien de l'utiliser. Mais dans un premier temps, on a pensé, et par exemple, aujourd'hui, certains astronomes, par exemple, quand ils observent un champ magnétique sur une étoile, ou, ce qui est plus facile, on observe la rotation d'une étoile, eh bien, on utilise ce genre de loi en disant il y a équilibre. Alors on ne sait pas d'où il vient, mais on dit qu'il y a équilibre. Bon. C'est une manière de relier rotation et champ magnétique. Vous allez voir que c'est une idée un peu simpliste. Tant qu'on n'a pas mieux, c'est bien. Mais... Et nous, les géophysiciens, on a un nom horrible pour décrire cet état. Cet état où les forces de Coriolis et les forces de Laplace sont équilibrées, on appelle ça le régime magnétostrophique. Parce que quand les forces de Coriolis sont dominantes, on appelle ça le régime géostrophique. Et comme là, les forces de Coriolis sont équilibrées par les forces de Laplace, on appelle ça le régime magnétostrophique. Et notre quête, tout géophysicien qui travaille sur le champ magnétique, sa quête, c'est de trouver le régime magnétostrophique. Alors, est-ce qu'on peut le trouver? Alors, d'abord, je vais vous parler du mouvement. Quels sont les mouvements dans une planète tellurique, dans un noyau planétaire? Quels sont les mouvements attendus pour un noyau? Alors, pour rappel, on a oublié le manteau, il ne nous intéresse pas, il y a le noyau, la graine. Alors, ce n'est pas un effet de l'écran, là, j'ai mis un noyau elliptique. À cause de la force de rotation de la planète sur elle-même, l'interface n'est pas une sphère. L'interface, c'est un ellipsoïde de révolution, ou un sphéroïde. Et donc ça va avoir une conséquence importante, puisque l'axe de rotation de la Terre est une fonction du temps. Et en particulier, la Terre précesse. En 26 000 ans, l'axe de rotation de la Terre fait un cône d'ouverture 23 degrés et 75 minutes, me semble-t-il. Et 26 000 ans, eh ben, c'est pas long dans l'histoire de la Terre. En particulier, le noyau, je vous ai dit qu'il n'était pas visqueux, mais s'il n'y avait pas de champ magnétique dans le noyau, si vous prenez une boule, vous mettez du liquide métal dedans, vous tournez la Terre, la boule, le manteau, selon une certaine orientation, pour que, par la viscosité, le noyau liquide se mette en équilibre avec cette boule, son conteneur, il lui faut 30 000 ans. D'accord? Donc ça vous montre que 26 000 ans, c'est court. Le noyau est toujours en retard sur le manteau. Le noyau et le manteau, les deux axes de rotation, ne sont pas alignés. Alors ça va générer pas mal de dynamiques qu'on a étudiées et je ne vais pas en parler. Alors, je vais en parler parce que j'ai décidé de ne pas en parler. Mais c'est une source possible de mouvement à l'intérieur du noyau planétaire. Et en particulier pour une planète comme Ganymède, c'est vraisemblablement la source de l'effet dynamo dans Ganymède.
parce qu'on n'a pas d'autres sources possibles. La principale source à laquelle tout le monde avait pensé, c'est la chaleur. La planète s'est formée, depuis elle se refroidit, et donc le noyau doit se refroidir. On pense qu'il sort du noyau 10 puissance 12 watts, 4 térawatts, plus ou moins 4 térawatts, d'accord, parce que c'est difficile d'évaluer, mais on pense qu'il sort du noyau 4 térawatts. Et donc, ces 4 térawatts doivent être conduits, ils sont conduits pour la plupart, disons 99%, conduits parce que les métaux sont extrêmement bons conducteurs d'électricité, mais une partie, on pense, doit générer de la convection thermique. C'est ce que veulent dire ces flèches. Évidemment, quand le noyau se refroidit, la graine cristallise, puisque le noyau, la température moyenne du noyau, au fur et à mesure qu'il se refroidit, diminue. Le noyau liquide est en train de cristalliser sur la graine. Et donc la graine grossit, à peu près de l'ordre de 10 millions de tonnes par seconde. C'est très peu. Et donc, au fur et à mesure, la graine grossit tout doucement. C'est comme ça qu'on pense que le processus se met en route. Mais les sismologues ont pu mesurer la densité du noyau liquide et de la graine. Et ce qu'ils ont découvert, c'est ce qui a marqué ici, c'est que dans le noyau liquide, la densité est trop faible par rapport à celle du fer. Alors, comment on connaît celle du fer, c'est une autre histoire, mais bon, je n'en parle pas, mais on la connaît, disons qu'on la connaît. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a plein d'éléments légers, qui peuvent être le silicium, l'oxygène, le soufre, qui viennent avec le fer dans le noyau liquide, et baissent la densité du liquide qui est là. Par contre, les sismologues, quand ils mesurent la densité dans la graine, ici, quand ils mesurent cette densité, ils voient que la densité est extrêmement proche du fer. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que la graine cristallise, il y a une cristallisation fractionnée. Une partie, le fer, gèle sur la graine, mais les éléments légers, eux, ne rentrent pas dans la graine, ils sont dissociés, et ils sont relâchés à la surface de la graine, juste au-dessus de la surface. Alors, ils sont légers à la surface de la graine, ça ne va pas du tout. Tout de suite, ils doivent former des panaches, ils vont former du mouvement qui va mettre le noyau en mouvement. Alors, on peut étudier ça expérimentalement. Vous avez ici des études de convection thermique, où on prend une sphère, une graine, un manteau, et on étudie les mouvements qui peuvent être produits par ça. Et la caractéristique de ces mouvements, de tous ces mouvements, vous avez ici une expérience de précession aussi, tout ça a été réalisé dans notre laboratoire. Ici une expérience de convection chimique, quand on relâche des éléments légers à la surface de la graine. Ça, c'est une vue équatoriale, ça, c'est des vues méridiennes. Ce qui est caractéristique de toutes ces expériences, et à cause de la force de Coriolis, ces expériences géostrophiques, c'est que l'écoulement n'est pas tridimensionnel. L'écoulement est bidimensionnel. Les barres que vous voyez par exemple ici montrent une rigidification de l'écoulement selon l'axe de rotation. Ça vient du théorème de Pruneman-Taylor qu'on peut prouver, c'est assez facile. Quand dans un écoulement, la force de Coriolis domine, c'est le cas dans les océans, dans l'atmosphère, mais aussi dans les noyaux planétaires, il y a une sorte de rigidification qui se fait, et la dynamique peut être turbulente, mais elle ne va pas être turbulente tridimensionnellement, elle va être turbulente bidimensionnellement. C'est-à-dire que quand vous voyez une vue équatoriale comme ça, vous voyez vraiment la turbulence de l'écoulement. Il y a des panaches qui montent, soit parce qu'ils sont avec des forces d'Archimède liées à la composition chimique, soit la convection thermique. Ces panaches montent, mais tout le fluide au-dessus et au-dessous, au sens de l'axe de rotation du noyau, va bouger en même temps. C'est ce qui amène ces traits. D'accord ? Ces mouvements, on les a étudiés. On peut les étudier expérimentalement, on peut les étudier numériquement. Voilà un travail qu'avait fait Emmanuel Dormy pendant sa thèse. Il a étudié ces colonnes de convection, qui avaient été découvertes par Bousset en 1970. Et ce qu'on voit, on a étudié comment elles se comportaient. En particulier, quand on augmente la rotation ou quand on diminue la viscosité, leur nombre augmente, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et aussi, leurs caractéristiques, leurs dimensions varient, etc. Ces colonnes, en fait, sont vues, d'un point de vue théorique, comme des ondes, qu'on appelle les ondes de Rossby, qui sont présentes dans les systèmes en rotation. C'est
ces colonnes qui sont reproduites ici. Donc là, vous avez une vue équatoriale, une vue méridienne. Vous voyez ces colonnes dans le plan équatorial. L'endroit où c'est chaud, ça monte. Mais à cause de la force de Coriolis, qui tourne tout mouvement vers la droite, ça fabrique des tourbillons, des cyclones et des anticyclones. D'accord ? Et comme dans tout cyclone et anticyclone, il y a à l'intérieur, à l'œil du cyclone, à l'œil de l'anticyclone, il y a un pompage. Et donc, il n'y a pas qu'un mouvement perpendiculaire à l'axe de rotation, il y a aussi un mouvement secondaire, mais un mouvement de pompage à l'intérieur des colonnes. On en voit bien ici dans cette surface méridienne. Alors évidemment, quand on est au-delà du seuil de convection thermique, tout se complique, ça devient turbulent dans le plan équatorial. Bien sûr, on garde la bidimensionnalisation de l'écoulement. Je voulais vous montrer un film qui montre la turbulence dans le plan équatorial. Oui. Donc ce qu'on voit ici, la matière ne bouge pas là, à cet endroit. C'est des ondes, ces fameuses ondes de Rossby. Par contre, ici, la matière bouge et est emportée dans des énormes anticyclones qui s'enroulent comme ça. Donc c'est ça, ça va être ça les cellules de convection. Alors il faut imaginer qu'au-dessus et en dessous, tout tourne avec. Hein, c'est rigidifié. Mais ici, bon, il y a plein de phénomènes intéressants de décollement de couches limites, de turbulences bidimensionnelles et présence d'ondes aussi dans l'ensemble du système. Alors c'est ces calculs de convection thermique qui ont permis d'obtenir les modèles numériques de dynamo. C'est à l'aide de ces calculs de dynamique qu'on a pu mettre l'équation d'induction dessus. On l'a fait pendant longtemps, mais longtemps, sans avoir jamais de résultat. D'accord ? Et en 1995, en fait en 1994, Glatzmeyer de Los Alamos National Laboratory et Paul Robert, j'aime bien cette photo. Ils ont l'air satisfaits, mais ils ont raison. Ça finissait un bel effort. Depuis 1946, on avait trouvé des solutions paramétrées. Les astrophysiciens en particulier avaient trouvé des solutions paramétrées. On appelle des dynamos alpha-oméga pour ceux qui connaissent un peu, mais jamais de solution exacte, complète aux équations. C'était la première fois qu'on résolvait numériquement ce plat de nouilles de spaghetti. Vous voyez ici le noyau de la Terre et le champ dipolaire qui est produit à la surface du noyau. Et cette imbrication des lignes de champ magnétique. Bon, c'est un calcul qui a tout débloqué. Il y avait plein d'équipes qui essayaient. Hein. Donc très vite, dans les 2 ans qu'on suivit, ces calculs ont été vérifiés. Ont même permis de faire, on a tous fait le même calcul, une dizaine de groupes dans le monde. Donc ces solutions qui sont très non linéaires, il n'y a pas de vérification analytique. On a fait ce qu'on appelle une dynamo benchmark. Et on a calculé tous les mêmes paramètres. Je crois qu'il y a une dizaine de groupes, des groupes japonais, des groupes allemands, notre groupe en France avec Julien Aubert et Emmanuel Dormy. On a pu calculer tous le même truc et on a trouvé tous la même chose. Après longtemps, on a mis 2 ans à trouver la même chose parce qu'évidemment, tout le monde avait faux un petit peu. Hein. Certains plus que d'autres, mais je tairai les noms. Surtout que ce ne serait pas à notre avantage. La suite. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous retrouvez ces dynamos, regardez là ici, c'est un dynamo de Kageyama calculé sur le Earth Simulator au Japon. Ici, c'est notre code, ça. Vous voyez ici, les tourbillons bleus, ici, dénotent la vorticité. Donc, ces usines, ces tourbillons, sont les usines à fabriquer de champs magnétiques. J'aille beaucoup plus vite que ça. Et c'est dans ces usines que sont fabriquées les lignes de champ. Bon. Je ne vous dis pas comment, je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les modélisations numériques ont pu, regardez, c'est une carte de champ magnétique à la surface du noyau en 1980. Voilà typiquement un résultat de run. Bon, il a été choisi par Olson pour bien que ça ressemble. Mais on est capable de produire des cartes de champ à la surface du noyau qui ressemblent énormément à celles qui sont sur la Terre. Donc on pensait qu'on avait résolu le problème de la dynamo terrestre produit par la convection thermique dans la Terre. Mais il s'est posé plusieurs problèmes. Donc voilà un diagramme de phase. Vous avez le fameux nombre de pentes magnétiques et le nombre de relais qui caractérisent la vigueur de la convection. Le nombre de pentes magnétiques dans la Terre, il est de 10-5. Là, c'est 1. D'accord ? Donc la Terre est loin, là. Même en échelle log, elle est loin. D'accord ?
Et quand on baisse le nombre de pentes magnétiques, quel que soit le modèle dynamo numérique utilisé, on perd l'effet dynamo. Quel que soit. Le record, pour des modèles actuellement, pour les modèles complets 3D, le record c'est 0,2, il est obtenu par Christensen. Et on ne peut pas descendre en dessous. D'accord? Alors on disait c'est pas grave, parce que d'abord on a étudié cette partie-là du diagramme. D'accord? On disait mais regardez, on peut compenser au fur et à mesure qu'on augmente le relais, on augmente la vigueur de la convection, et à ce moment-là, on peut compenser la baisse du nombre de pentes magnétiques. Donc on avait projeté comme ça, on avait dit ça doit être vraiment convectif dans le noyau. Et c'est pas vrai, et d'ailleurs toutes les études le confirment, ça se stabilise par là, on ne peut pas baisser. Alors déjà, on ne peut pas calculer loin par ici, parce que quand on calcule loin par ici, ça devient turbulent. Et quand ça devient turbulent, on ne peut plus calculer, pour des raisons numériques, parce que c'est difficile de modéliser la turbulence. Et pire, quand on va par là, voilà des petits diagrammes qui vous montrent le champ magnétique et le champ de vitesse. Le champ magnétique est bien dipolaire quand on est là, qui ressemble bien à la Terre. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure, ça devait être celle-là. D'accord? Bien dipolaire. Quand on va par là, le milieu devient turbulent, il y a des colonnes partout, et à ce moment-là, ça devient plus dipolaire. Le champ magnétique n'est plus dipolaire. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. La Terre est tout en bas dans ce diagramme. Comment ça se fait qu'on trouve quelque chose dans un régime de paramètres où on est très loin de la Terre? Alors évidemment, la cerise sur le gâteau, elle vient encore à Glasmayer et Roberts, qui ont vu lors de leur calcul une inversion magnétique. D'accord? Alors d'où elle vient, ça reste encore en discussion. On obtient tous des inversions magnétiques dans ces calculs. En général, quand le champ n'est pas dipolaire, c'est très facile d'avoir des inversions. Évidemment, le champ dipolaire est très faible, il s'inverse continuellement. Bon, donc tout le monde a des inversions, mais quand on a un champ dipolaire fort, c'est très difficile d'avoir une inversion. Et là, ils ont un champ dipolaire fort. Donc, le problème des modélisations numériques, c'est que la viscosité est égale à la diffusivité magnétique, donc PM égale 1. C'est pas bien pour personne, ni pour les dynamos stellaires, ni pour les dynamos planétaires, mais c'est ce qu'on sait faire numériquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que dans le noyau de la Terre, le PM qu'on a mis là, dans les modélisations numériques, ça veut dire que dans le noyau de la Terre, si la viscosité est bonne, c'est comme celle de l'eau. À ce moment-là, c'est la conductivité électrique qui est très mauvaise, ça ressemble à de l'eau de mer. Alors c'est un peu pas assez conducteur pour un noyau métallique. Ou si on dit que c'est la conductivité électrique qui est bonne, donc c'est bien un métal, à ce moment-là, la viscosité est tellement grande que ça ressemble à du verre qu'il y a dans la Terre. Alors le nombre d'Ekman, lui, dans les modèles numériques, est très faible. Ça veut dire qu'un jour égale 100 millions d'années. Donc c'est ça le problème. C'est que les modèles numériques de dynamo modélisent bien le champ magnétique à très grande constante de temps. Ou encore, une autre manière de dire, c'est qu'on n'a pas de résolution. On ne peut pas baisser la viscosité suffisamment parce qu'on n'a pas la résolution numérique, à la fois temporelle et spatiale. Alors est-ce que les dynamos... alors j'en reviens à mon fil conducteur. Est-ce que les dynamos qu'on a calculés sont magnétostrophiques? Alors, tout le monde se bat là-dessus, hein, parce que c'est ce qu'on cherche. C'est difficile, les forces visqueuses sont importantes, puis la turbulence est importante. Bon. Alors tous les nombres sont vers 1 en gros. Et donc, ça dépend si on voit 1 comme un régime asymptotique, je ne le vois pas comme tel. Donc pour moi, les dynamos calculés ne sont pas magnétostrophiques. Il n'y a pas équilibre principal entre la force de Coriolis. Et donc, par exemple, dans ces dynamos numériques, la loi dont je vous avais dit, relation entre la rotation et le champ magnétique, pour calculer leur intensité, n'est pas vérifiée. Vous avez des dynamos numériques où le champ magnétique s'équilibre à 10-5 fois la valeur plus faible que celle que donnerait la rotation. Alors, c'est ce qui justifie l'approche expérimentale. Parce que dans l'approche expérimentale, on va prendre un métal liquide. Hey, ce n'est pas comme dans les ordinateurs, on ne va pas pouvoir tricher. D'accord? On ne va pas pouvoir dire la viscosité est 1 million de fois plus grande. Parce que dans un métal liquide, c'est un métal liquide. Alors le problème dans un métal liquide, c'est de faire, d'avoir ce nombre grand. Alors ça, on le sait depuis longtemps, c'est très difficile d'avoir un nombre grand. Et pour la bonne raison que ce nombre-là, c'est difficile de le faire extrêmement petit. Le meilleur qui existe, la diffusivité magnétique
La plus petite qu'on connaisse, c'est celle du sodium liquide. Ça vaut 0,1 mètre carré par seconde. Donc, vous avez ici un 0,1 qui fait un 10 ici. Il faut faire un UL 10. Alors, le problème du sodium liquide, c'est que c'est sympa comme ça. Alors, d'abord, c'est solide à température ambiante. Alors, il faut le faire fondre. Ça fond à 98 degrés. Donc, en général, ça nous force à travailler vers 110 degrés. Donc, faire des expériences à 110 degrés, ben, c'est pas facile parce qu'il n'y a aucune électronique qui marche. Il faut développer votre instrumentation. Enfin, il y a plein de problèmes techniques. Dès que c'est chaud, c'est difficile. Et puis en plus, quand c'est chaud, le sodium prend feu et explose au contact de l'eau. Donc ça complique en plus certaines situations. Enfin, vous voyez que pour avoir ce nombre grand, il faut une vitesse grande et une taille grande. Une taille grande, ça veut dire 1 mètre, par exemple. Et 1 mètre, c'est tout de suite quelques tonnes de sodium. Et puis, il faut des vitesses grandes. Des vitesses grandes, ça implique d'introduire beaucoup d'énergie dans le sodium. Donc, on ne pourrait même pas faire des expériences petites parce qu'il faudrait des vitesses tellement grandes que, puis, évidemment, toute l'énergie cinétique, quand on n'a pas l'effet dynamo, se transforme par la viscosité et par la turbulence en chaleur. Et il faut pouvoir dissiper cette chaleur. Dans les expériences dynamo, les puissances en jeu sont souvent de 500 kW. Donc, 500 kW dans 2 ou 3 tonnes de sodium, ça va. Mais 500 kW dans 10 litres de sodium, la température du sodium monte de 1 degré toutes les millisecondes, quelque chose comme ça. Bon, ce qui nous sauve, c'est que la densité est faible, et donc ça va diminuer la puissance de ces expériences. Alors, il y a une première chose, je vous ai montré qu'on a étudié la convection thermique. On ne pourra jamais faire une dynamo de convection thermique en laboratoire. On avait cet espoir, mais on a étudié les lois d'échelle qui permettent de connaître les vitesses convectives en fonction du forçage de la convection thermique. Et la convection thermique, comme attendu, est un rapport d'efficacité très mauvais. On a très peu d'énergie cinétique pour beaucoup d'énergie. Donc déjà que je vous ai dit qu'il fallait 500 kW, là le rapport est inférieur au pourcent, donc il faudrait 500, il faudrait une centrale électrique pour faire une expérience comme ça, et avec de la convection pour étudier la convection thermique. Donc on ne peut pas étudier le vrai moteur expérimentalement. Le vrai moteur, celui de la convection thermique. Il ne peut pas être modélisé en laboratoire. Alors on fait autrement, on utilise des pales. Par exemple, voilà la première expérience qui a donné l'effet dynamo. Elle a été faite à Riga. On utilise une sorte de pale de bateau, d'accord, avec 4 moteurs ici, qui entraînent par des courroies ces pales, qui font un tourbillon de sodium liquide, avec une composante de pompage et une composante de rotation. Ça va faire ce qu'on appelle de l'hélicité. D'accord. Et le sodium remonte par ce tuyau simple. D'accord. Ce gars-là, Franck Stéphanie, est assis sur cette plateforme, est debout sur cette plateforme. Ça vous donne un peu la taille. Hein. Ça fait 3 mètres de long. D'accord. Et en 1999, cette expérience a fonctionné une première fois. Et vous avez ici la vitesse de la pale, 2000 tours par minute. Et quand on est vers 2000 tours par minute, on a une croissance exponentielle du champ magnétique jusqu'à une saturation. Qui est redonné par la force de Laplace, qui modifie l'écoulement pour que le champ magnétique ne croisse plus. Donc c'est la première observation expérimentale de l'effet dynamo. Donc c'était en 1999. L'expérience a cassé, il y a eu un incendie. Hein. Ils ont réparé l'expérience. De mauvaises langues indiquent que c'était le début de l'incendie. Hein. Était là, pas là. Mais en fait, ils ont refait l'expérience après avoir réparé et ça marche. Okay. Et à Karlsruhe, il y a eu aussi une autre expérience qui a fonctionné. Elle est faite avec des tuyaux. Elle est faite de 52 tuyaux qui sont emboîtés les uns à côté des autres. Cette expérience a été influencée par Fritz Pusse. Chaque tourbillon représente un des tourbillons qui est à l'intérieur de la Terre. Donc il y a une partie de pompage parce que dans un tuyau, il y a un liquide. Dans le tuyau central, le liquide va tout droit. C'est ce qui donne le pompage. Et dans le tuyau externe, il y a une hélice qui est construite avec du métal pour que le sodium passe dans cette hélice comme dans un escalier en colimaçon. Et quand on associe tous ces tuyaux et qu'on pompe du sodium à travers ces tuyaux à l'extérieur, qu'on pompe suffisamment rapidement le sodium, à ce moment-là, on voit aussi un champ magnétique. Alors évidemment, c'est en Allemagne, pas en Lettonie, donc on met tout ça dans un blindage qu'on ferme. On met des magnétomètres ici pour quand même voir quelque chose. Ça, c'est des perches de magnétomètre. Par là arrive le sodium, dans le dynamo modulus. Ça, c'est le professeur Müller qui a conduit cette expérience avant d'aller à la retraite. Un bâtiment de 3 étages, à l'allemande, quoi. C'est bien. Ça marche, c'est jamais tombé en panne.
Mais maintenant, c'est démonté par contre. Parce qu'en Allemagne, une fois qu'il n'y a plus d'argent, on démonte. Même si c'est intéressant, on démonte quand même. Donc ils ont vu, une semaine après l'expérience de Riga, ils n'avaient plus le choix. Hein. Ces expériences, c'est 10 ans pour construire une expérience comme ça, voire 20 ans. Les deux professeurs qui ont construit ça, le professeur Galitis, tous les deux sont très vieux, ils ont fait ça, disons, les 20 dernières années de leur vie, ils ont consacré pas mal de temps. Et les deux ont fonctionné correctement, et les deux ont pu montrer qu'un écoulement vigoureux de sodium liquide permet d'obtenir un champ magnétique. Alors après, je suis désolé, là, mes titres ont pu... ce qui s'est passé, c'est que dans ces deux expériences, l'écoulement est extrêmement contraint. D'accord ? Donc les scientifiques, en particulier beaucoup de scientifiques, plusieurs équipes, 4-5 équipes, ont décidé d'enlever toutes ces contraintes et de voir si l'effet dynamo peut venir du mouvement lui-même et de sa structuration propre à l'hydrodynamique. Parce que dans les deux expériences, moins celle de Riga, mais en tout cas celle de Karlsruhe, il y a des morceaux de métal partout, c'est de l'acier, inox, d'accord ? L'acier inox conduit 10 fois moins d'électricité que le sodium liquide, donc c'est à la fois un guide pour l'écoulement, mais c'est aussi un guide pour les courants électriques. D'accord ? Les courants électriques ne passent pas les parois. Enfin, ils peuvent les passer, c'est quand même conducteur d'électricité, mais ils ont plutôt intérêt à rester dans le sodium liquide. Donc tout ça, ça apporte des défauts. D'accord ? Donc on est tous partis en disant, mais il nous faut des dynamos homogènes. Donc voilà la première idée au Maryland University, à College Park, à Washington. C'est l'équipe d'Anne Lathrop qui fait ce genre d'expérience. Donc deux pales qui tournent très vite dans une sphère. D'accord ? Et pas de dynamo. Alors les expériences ont grossi. On est arrivé là. Ça, c'est Dan. Maintenant, c'est là. Alors, il y a la photo. Hein. Ils l'ont construit, la boule. Elle n'a pas encore tourné, mais ils l'ont construit. 3 mètres de diamètre. 10 tonnes de sodium liquide, quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Et il y a une autre expérience à Madison, avec autour de Carrie Forest. Donc c'est la même expérience, mais qui cette fois fait 1 mètre. Donc ça, c'est l'expérience en eau pour étudier l'écoulement. 2 pales qui tournent très vite. La forme des pales est souvent secrète et préférée dans le plus grand secret de chaque équipe. C'est gros aussi, hein, 1 mètre. Vous voyez le bâtiment ici, vous voyez bon, ben là, la puissance électrique aussi est énorme. Bon, dans toutes ces expériences, il y a beaucoup de problèmes technologiques. Hein. C'est des années de travail. Et pas de dynamo non plus. Enfin, cette expérience qui a été faite à Cadarache par les physiciens des écoles normales supérieures, Stéphane Fauve, Jean-François Pinton, particulièrement, une expérience de même type, sauf qu'elle est cylindrique et elle est basée sur une expérience que ces physiciens avaient étudiée pour étudier la turbulence, les disques de Van Karman. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Van Karman sodium. Donc vous avez 2 disques crénelés de manière, ils ont étudié, je pense, 70 configurations différentes d'angles et de formes de crénelage en eau pour essayer de voir la dynamo. Cette expérience a commencé en 2000 et l'année passée, alors ça se fait au CEA Cadarache, donc on n'a pas le droit de faire de photos, donc cette photo vous ne l'avez jamais vue, d'accord ? Et ils ont vu une dynamo. Voilà le papier qui a été publié en janvier de cette année, d'accord ? Voilà les messieurs. Ils sont jolis, hein ? Là, celui-là, c'est facile à reconnaître, c'est Stéphane Fauve. Il est plus petit et un peu plus large. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 ans où ils ont fait plein de runs? Je pense qu'il y a eu énormément de runs. Et pourquoi ils ont trouvé une dynamo en novembre dernier? Il y a 1 an à peu près. Et bien, en plus, c'était la dernière expérience financée par le CEA. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ce qui est possible. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé les disques. Alors, je vous ai dit qu'ils avaient étudié 70 configurations différentes de disques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé... On travaille qu'avec de l'acier inox 4L, parce qu'il est amagnétique. 404L peut-être. Bon, enfin, passons. Il y a des inox amagnétiques, c'est-à-dire qui ne s'aimantent pas dans un champ magnétique. On ne travaille qu'avec cela, parce que justement, quand on veut faire de la dynamo, on ne veut pas que le champ magnétique soit produit par la boîte dans laquelle on a mis ce sodium. C'était leur dernière expérience, ça avait tout foiré. Ils ont dit, bon, ben, on va essayer quand même avec ça. Ils ont remplacé les disques en acier inox par des disques en fer doux. Dynamo.
D'accord? Donc c'est bien. Ils avaient remplacé 3 choses en même temps. Donc ils ne savaient pas si c'était vraiment lié au disque en fer doux. Ils ont fait plein d'expériences complémentaires depuis 1 an. Tous les autres ingrédients qu'ils avaient mis, un anneau central, enfin différentes choses, dans cette expérience qui avait été modifiée pour essayer de voir l'effet dynamo, l'ingrédient essentiel, c'est le disque en fer doux. Vous enlevez le disque en fer doux, vous n'avez plus jamais de dynamo. Donc ça pose une question. Alors c'est pour ça que j'appelle ça une dynamo ferromagnétique. Il y a besoin, visiblement, il y a besoin d'introduire quelque chose qui a fait un champ faible. Le champ faible produit par l'aimant de ces disques est 1000 fois plus faible que le champ observé. Mais si vous l'enlevez, vous n'avez plus de dynamo. Alors ça, tout de suite, s'ouvre tout un pan de questions. Pourquoi il y a besoin de ça? Il faut le comprendre, on ne le comprend pas. D'accord? En attendant, on a pu voir un champ magnétique qui a l'air d'être produit par l'écoulement. Et la présence de champ magnétique. Alors il faut le lire entre les lignes dans leurs articles, mais moi je tiens à vous le dire. Ils ont même vu plus, ils ont vu plein de choses très intéressantes. Ils ont vu un champ magnétique qui s'inverse, vous voyez un code barre, noir-blanc, le champ magnétique s'inverse, la puissance dans les moteurs, à chaque inversion, la puissance diminue. Bon. Et quand on superpose toutes ces inversions, on retrouve que les lois sont très générales, d'accord, avec une décroissance du champ de type plutôt exponentielle, d'accord, on peut la voir comme une exponentielle, je ne sais pas si c'est exactement ça, puis une croissance, un overshoot et une resaturation. Ce qu'on ne comprend absolument pas et que je ne comprends absolument pas, c'est que le temps de rotation, on va comparer les temps, le temps de rotation des pales, c'est 0,04 secondes. D'accord ? Le temps, si vous mettez du champ magnétique dans leur expérience, à un endroit dans l'expérience, 0,4 secondes après, le champ magnétique est diffusé partout. D'accord ? Le temps magnétique de cette expérience, c'est 0,4 secondes. Ça conduit extrêmement bien l'électricité. Et ça, c'est 0,4 secondes. Donc ça, c'est même pas une diffusion du champ magnétique. Si vous arrêtez, vous avez une dynamo, vous arrêtez l'expérience, imaginez que vous êtes capable de l'arrêter instantanément, le champ magnétique va survivre 0,4 secondes. Pas 2 secondes comme ici. D'accord ? Et le temps caractéristique d'une inversion dans leur expérience, c'est 4 secondes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Les inversions dans cette expérience sont contrôlées par un temps qui n'est ni relié au temps dynamique, ni relié au temps magnétique. Ça, c'est inverse à ce qu'on a observé dans les inversions magnétiques terrestres. Le temps diffusif magnétique dans le champ magnétique terrestre, c'est 30 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. Les inversions se passent en 2000 ans. C'est-à-dire que les inversions dans le champ magnétique terrestre se passent, c'est un phénomène actif. Ce n'est pas le champ magnétique qui s'éteint, décroît pendant 20 000 ans, puis recroît pendant 20 000 ans. Ça durerait 40 000 ans, une inversion de ce type-là. Ce n'est pas ça qui se passe dans la Terre. Dans la Terre, en 2000 ans, on a fait le tour. Ça veut dire que la dynamo terrestre, quand elle fait une inversion, elle pompe dans l'autre sens. Elle crée du champ magnétique dans l'autre sens, et très activement, pour tuer le champ magnétique dans l'autre sens et le recréer dans l'autre sens. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce que ça ressemble à la Terre ? Je ne sais pas. Ou en tout cas, il faut en comprendre la physique. Alors, est-ce qu'on est dans la magnétostrophie dans ces expériences? Ben non, il n'y a même pas de rotation. Donc, on ne risque pas de s'équilibrer sur la force de Coriolis. D'accord? Toutes les expériences faites sont sans rotation globale. Parce que c'est très simple. L'objectif, ce n'est pas d'étudier les dynamos planétaires. L'objectif, c'est d'étudier déjà l'effet dynamo, ce qui est déjà un beau challenge. D'accord? Mais l'application au noyau planétaire ou aux étoiles va être très difficile, puisqu'il n'y a pas de rotation d'ensemble, et que tous les objets qui nous entourent tournent. Donc, le processus de saturation dans ces dynamos est un processus de saturation qui fait intervenir la turbulence de l'écoulement, et pas la rotation. Donc nous, on a construit une expérience qui fait intervenir la rotation. Et je vais finir en quelques minutes ça, et vous dire ce qu'on a trouvé. Notre expérience, la voilà, c'est deux sphères emboîtées, 21 cm. La taille est directement proportionnelle au financement que vous avez. D'accord ? Donc vous ne choisissez pas la taille de votre expérience. Elle vous est donnée par votre financeur. D'accord ? Un 0 de plus, et vous en... Ah, non, ça va comme la puissance 3, malheureusement. Donc pour avoir une expérience 10 fois plus grande, il faut 1000 fois plus d'argent.
Donc ça va vite. Bon. Donc on a deux sphères emboîtées, d'accord, avec un rapport 1 tiers. Une tourne à la vitesse oméga, et puis pour avoir du mouvement, on fait tourner une deuxième partie, oméga plus delta oméga. On met 50 litres de sodium ici, donc 21 cm. Et quand on calcule le nombre de Reynolds magnétiques associés à cette expérience, on trouve 30. Donc on sait qu'on n'aura pas de dynamo. Enfin, oui, on se doute qu'on n'aura pas de dynamo, mais on n'a même pas vérifié en fait. Et donc on a décidé de mettre un champ magnétique qui va être porté par la graine. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller étudier cette magnétostrophie. Qu'est-ce qui se passe quand les forces de Coriolis et les forces magnétiques sont équilibrées? Qu'est-ce que ça fait sur l'écoulement? Est-ce qu'il est turbulent? Quelle est la forme de la turbulence? D'accord? Donc on a pris un aimant permanent qu'on a mis là, au centre de la graine, et qui va tourner avec la graine et qui est dipolaire. Et on a choisi l'amplitude de ce champ magnétique de telle manière à ce qu'il soit équilibré avec les forces de Coriolis. Alors ça se présente comme ça. Hein. Donc on construit une graine, on construit l'extérieur, on creuse la graine, on met des aimants permanents, on monte tout ça. Alors ça met du temps. Hein. Voilà, c'est de l'expérience, ça fait à peu près 3 mètres de haut. Vous avez la sphère ici, la graine à l'intérieur qu'on ne voit pas. Beaucoup d'instrumentation, évidemment dans un four qui est fermé pour tenir tout à 100 degrés. Un réservoir de sodium où le sodium peut tomber en gravité. Ça tourne à 2000 tours minute, cette affaire. Donc comme l'arbre de votre voiture qui est gros comme ça, sauf que là c'est gros comme ça. C'est entraîné par une poulie ici. Bon, c'est assez compliqué, hein, mais ceux qui passent à Grenoble, cette expérience peut se visiter. C'est pas comme au CEA, d'accord? Donc on peut. Il n'y a rien de secret. Alors les nombres sans dimension, je passe vite, parce que je vois qu'il est tard. Ce qui se passe, c'est que le nombre d'Ekman est petit, ça va. Le nombre de pentes magnétiques, bah, c'est bien, c'est comme dans le noyau de la Terre. Ce qui ne va pas dans cette expérience, c'est que le nombre de Reynolds magnétiques, vous voyez, peut être 30 au maximum. En général, il est vers 5, alors que dans le noyau de la Terre, il est entre 100 et 1000. Et dans les simulations numériques aussi, entre 100 et 1000. Et dans les expériences qui ont fonctionné aussi. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors après, il faut voir quelque chose. Alors, c'est difficile. Quand on a une dynamo, quand on veut mesurer l'effet de dynamo, comme dans les expériences qui ont fonctionné, on met un magnétomètre, d'accord, et on attend. Alors, c'est très frustrant parce que si on n'a pas la dynamo, ben, on est reparti pour un nouveau run en changeant un truc et puis on n'a rien. Donc, c'est quand même assez désagréable. Bon. Nous, on savait qu'on n'aurait rien. Donc, on a essayé de travailler sur l'instrumentation. Ici, on a mis en point des vitesses, une mesure de vitesse azimutale par ultrason. Alors vous avez le temps ici, et on a ordonné la distance à la sonde. Et ce qu'on voit là, c'est les vitesses qui sont reportées ici en couleur, les vitesses à l'extérieur de la sphère, et puis là, on passe tout près de la graine. Et ce qu'on voit, voilà un run typique. Alors, on a été vraiment déroutés. Hein. Voilà un run typique. Voilà, il se passe rien. On a une vitesse plus grande près de la graine. Oh, la belle affaire. On a une vitesse moins grande, et puis ça a l'air d'être très stable. Alors, pour voir bien ça, on peut faire ce qu'on appelle une PDF, hein, une Probability Density Function. Vous avez la vitesse, et puis toutes les vitesses sont regroupées autour de la même. Alors, on a un phénomène déjà en cloche, qu'on a mis du temps à comprendre et expliquer, pourquoi l'écoulement est plus grand près de la graine, et surtout, pourquoi l'écoulement près de la graine, ça c'est mesure les données, ça c'est un modèle numérique, hein. Les données ici, pourquoi les vitesses mesurées près de la graine sont plus grandes que les vitesses imposées par la graine. 20% plus grandes. Donc dans ce système, c'est intéressant, on avait déjà découvert ça numériquement, dans ce système, le fluide tourne plus vite que n'importe quoi. Alors ça c'est intéressant parce que dans beaucoup d'objets, on observe ce qu'on appelle une superrotation dans la partie équatoriale. C'est dans la partie équatoriale, d'accord? Et il y a un endroit où le fluide tourne plus vite que tout le reste. C'est les forces magnétiques qui le mettent on a compris ça, et on l'a décrit. Bon, je passe, je me concentre sur la turbulence. Alors, sur cet écoulement qui semblait très stable, on peut quand même faire des spectres. Voilà des spectres de potentiel électrique mesuré à la surface, de champ magnétique mesuré à la surface. Et ces spectres sont très étranges. J'aurais dû en mettre ici, mais j'ai eu quelques problèmes. Vous montrer des spectres typiques d'expérience dynamo ou d'expérience de
de turbulence hydrodynamique. Les spectres ne sont pas du tout comme ça. Ils sont alignés, en général avec une pente. Tout le monde essaye de trouver la pente, 5 tiers, 11 tiers, etc. Mais là, ils ne sont pas en pente, ces spectres. C'est des spectres à bosses. Regardez. Une bosse, 2 bosses, 3 bosses, 4 bosses, 5 bosses, 6 bosses, 7 bosses, 8 bosses. On voit des bosses. C'est quoi ces bosses? Alors, dans le champ magnétique, on retrouve les mêmes bosses dans le potentiel. Vous voyez, là, c'est la vitesse de la sphère qui augmente, 12 Hz, 20 Hz, 23 Hz. Donc ça va vite, hein, ça fait du bruit. C'est là qu'en général, Henri-Claude Nataf sort en courant du labo-sodium en disant « ça va trop vite, je pars d'ici ». Mais ça fait des très beaux spectres, d'accord? Et on a essayé d'analyser ces spectres. Alors vous avez ici le temps, une manip, vous avez la vitesse de la graine, la sphère ne tourne pas. C'est une manip typique. Pendant 200 secondes, on tourne à une certaine vitesse, puis une autre vitesse, puis une autre vitesse. Et on regarde le spectre des électrodes. Et vous voyez ces trucs rouges là? Ça correspond à ces bosses. Là, ces bosses là. D'accord? Et puis le pic qui est là, ça correspond à la vitesse de la graine qu'on voit très bien. Alors là, il y a le 50 Hz qui nous pollue, donc on ne peut pas aller au-delà. Et c'est quoi ce truc-là? Alors on a mesuré, on a des électrodes qui sont sur leur pourtour. Donc quand on prend le potentiel entre ces deux électrodes, qu'on fait une autocorrélation, on voit qu'il y a une autocorrélation avec 13,5 Hz. Donc quand on fait une autocorrélation, on trouve qu'il y a tous les 13,5 Hz, on retrouve le même phénomène pour un des pics. D'accord? Et quand on fait une corrélation entre des électrodes qui sont là et là, on trouve, c'est la courbe bleue, on trouve qu'il y a un décalage de 0,03 secondes. Donc, on voit une structure passer en ces électrodes, on la voit 0,03 secondes après passer ici. Donc, on va être encore plus malin, on va faire de la corrélation. On voit passer une structure ici, on essaie de la repérer là, d'accord? On la repère là, on la repère là, on la repère là. Et on trouve que l'autocorrélation redonne là. Et on a fait 120 degrés ici, on en déduit qu'on a un tiers de période, c'est du m égale 3. L'onde qui se propage est m égale 3. On sait sa vitesse de propagation, on sait son nombre azimutal. Alors on peut même faire mieux, du coup on prend ce graphe, on fait une corrélation de deux graphes comme ça entre ce point et ce point, comme c'est 120 degrés, le m égale 3 doit disparaître. Effectivement, il disparaît. Et sous le m égale 3, on a trouvé d'autres ondes qui sont beaucoup plus resserrées dans ce spectrogramme. On a fait le même travail sur toutes ces ondes. On a trouvé du m égale 1, 2, 3, 4, 5. On est capable de dresser maintenant un diagramme d'ondes magnéto-inertielles qui sont présentes. La turbulence dans ce système n'est pas du tout une turbulence de type hydrodynamique, avec des tourbillons qui nourrissent, comme dans l'échelle de Kolmogorov, des tourbillons qui nourrissent des tourbillons de plus en plus petits, qui dissipent l'énergie à petite échelle. La turbulence se fait par des ondes. Des ondes qui sont influencées par le champ magnétique et par la rotation. C'est pour ça qu'on les appelle des ondes magnéto-inertielles. Bon, je ne sais pas si Michel Reuter est là, mais ces ondes inertielles sont influencées par la rotation, elles ont été étudiées. Les ondes magnétiques, en général, sont appelées les ondes d'Alven, et je pense qu'il y a des spécialistes aussi ici à l'Observatoire de Toulouse. Ici, vous avez une combinaison des deux. Dans les noyaux planétaires, comme les forces de Coriolis sont équilibrées avec les forces de Lorentz, vous avez une combinaison de ces ondes, on ne les connaît pas bien, on ne les connaît pas bien théoriquement, on ne les a jamais observées, et là, on pense qu'on les observe. Et, bon, je saute ça, et ce qu'on pense même, c'est que les variations, vous avez ici, ça c'est la date, les dates depuis 1600, c'est les données magnétiques, c'est la déclinaison. C'est comment le champ magnétique a varié depuis 400 ans à la surface de la Terre. D'accord? Donc, vous avez ça, ça va tourner en boucle. Il y a une variation très rapide du champ magnétique. Elle n'est pas sur la constante de temps 10 000 ans, là où se fabrique la dynamo, pense-t-on. Elle est sur des constantes de temps beaucoup plus faibles. Ça, c'est la turbulence attendue dans le noyau de la Terre. Ce qu'on voit là, c'est la signature de la turbulence dans le noyau de la Terre. Et ce qu'on prétend, c'est que cette turbulence, elle est dominée par des ondes magnéto-inertielles. Donc en étudiant ça, et en essayant de comprendre ces mouvements comme des ondes magnéto-inertielles, peut-être qu'on va pouvoir expliquer la source de ce qu'on appelle les variations séculaires du champ magnétique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je résume. Je pense que les dynamos planétaires sont magnétostrophiques. Ni les modèles numériques, ni les expériences, pour l'instant, n'ont vu de dynamo magnétostrophique.
bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ressemblent, les inversions, l'importance de la dipolarité. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans l'expérience que nous avons faite, l'écoulement n'est pas turbulent. Il y a des fluctuations. Ces fluctuations sont de type ondulatoire, avec des ondes magnéto-inertielles. Elles avaient été prédites par Raymond Hyde en 1967, mais oubliées, pas étudiées. Et puis voilà, donc on va continuer à travailler sur ces ondes-là. Je vous remercie de votre attention.